à d'autres genres. Puis enfin, maintenant, j'essaie aussi d'avoir une démarche un peu militante, parce que mes livres sont étudiés dans des collèges, donc, voilà, et je profite de ça pour marteler quelque chose. Vas-y, à cette caméra-là, pour qu'on je martèle. Non, ce que je veux dire par là, c'est que le conte est aujourd'hui au programme en 6e. Il me semble normal qu'on étudie des grands conteurs canoniques comme le danois Andersen, que j'adore par ailleurs, ou Perrault ou les frères Grimm. Mais il me semble anormal qu'on laisse de côté, de manière officielle, le conte antillais. Le conte antillais devrait presque être obligatoire, j'allais dire, dans le corpus qu'on propose à l'étude aux enfants de 6e. Pourquoi? Pour 2 raisons. La première, c'est que c'est un conte qui parle de l'histoire, avec un grand H, une histoire douloureuse, mais qui fait partie de l'histoire de France. Donc c'est quelque chose qui permet de comprendre quelque chose d'ordre civilisationnel. Et ça, c'est important. Et puis, le deuxième aspect, c'est que c'est une manière d'entrer dans la littérature antillaise et dans l'imaginaire antillais d'une manière simple, j'allais dire, sans se prendre la tête. Je veux dire par là que... et c'est pour ça qu'au début de son roman... Césaire, par exemple, est un auteur fondamental, mais pour des élèves de 6e, ça me paraît, par exemple, difficile. C'est un auteur difficile. Donc, peut-être, on peut l'étudier un peu plus tard. Mais il me paraît important de sensibiliser très tôt, et là je parle des classes, je dirais au fin fond de l'Alsace, ou à Toulouse, ou partout. De sensibiliser très tôt les élèves à la culture antillaise, à l'imaginaire antillais, à l'histoire, qui fait pleinement partie de l'histoire nationale, et à les ouvrir à ce monde-là. Parce que ça ouvre, je termine juste là-dessus, parce que ça ouvre leur horizon, parce que ça ouvre leur esprit. Moi, j'ai appris beaucoup de choses en venant ici. Ça m'a en partie transformé. Avant que je vienne ici, par exemple, la question de l'identité, c'est quelque chose que je ne me posais pas. Donc c'est important. Aujourd'hui, c'est ce qui est posé en France, hein, avec Sarkozy, on est en plein débat. Voilà. Et ça me paraît impossible de le poser, ce débat, sans évidemment parler de l'outre-mer, sans parler des Antilles. Et voilà. Et c'est pour ça que c'est dans ce sens que tu milites, où en introduction de ton livre, tu fais la genèse de l'histoire des Antilles et du conte et tout ça, c'est pour ça? J'essaie de le replacer dans son histoire, j'essaie d'expliquer comment il est né. Alors vas-y, lis-nous un peu comment l'introduction que les téléspectateurs vont trouver. Oui, et ça me semble d'autant plus important pour les lecteurs de France métropolitaine qui ignorent, qui ne connaissent pas les Antilles. À part les grèves, le LKP... On ne connaît pas les Antilles en France métropolitaine, et ça donne lieu alors à beaucoup d'idées préconçues, de préjugés. Même quand je me rends à des colloques, on me pose beaucoup de questions étranges sur le fonctionnement de l'université, parce qu'on a du mal peut-être à concevoir qu'une université puisse, aux Antilles, fonctionner de la même manière que n'importe quelle université de la République. C'est incroyable. C'est assez incroyable, oui. C'est assez incroyable, et c'est parfois fatigant d'avoir à se justifier. Et d'ailleurs, il me semble qu'il y a une vitalité ici à la fois créative et intellectuelle qui est souvent supérieure, et ça vraiment je le pense, qui est souvent supérieure à celle qu'on peut rencontrer dans certaines facs ou certains départements d'universités métropolitaines. Donc il convient d'avoir une démarche militante. Je ne suis pas engagé politiquement, mais simplement l'art est une bonne manière, à travers l'émotion et à travers le plaisir qu'on peut donner, est une bonne manière aussi d'éveiller des consciences. Donc simplement je dis, avant de déguster ces contes des Caraïbes, tantôt drôles et épicés, tantôt plus émouvants, je vous invite à découvrir l'origine de ce genre qui a prospéré dans une région du monde souvent synonyme pour les Occidentaux de mer turquoise et de cocotiers, alors que sa réalité est beaucoup plus dure. Le conte caribéen, s'il divertit, s'il amuse, incorpore en filigrane cette dureté. Il est terriblement lucide, et cela ne peut se comprendre qu'en remontant un peu le cours de l'histoire. Bon, ensuite, il faut plusieurs pages pour expliquer. Et d'ailleurs, j'ai eu une... Mais cette introduction, moi, elle m'a... J'ai eu une critique récemment dans un magazine national, et où l'auteur, le chroniqueur, disait « Ah, enfin, on peut lire des contes qui n'ont pas une morale toute faite, une morale à laquelle on s'y attend. Enfin, ce sont des contes
il y a une forme de cruauté quelque part aussi dans le conte entier, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il naît sur un traumatisme. Bien sûr. Que si Compère Lapin essaie de gruger, voilà, il essaie de gruger Maître Tigre, c'est parce qu'effectivement, c'est l'image de l'esclave qui essaie par tous les moyens de louvoyer pour échapper à un travail forcé, à un accablement. Exactement. Exactement, débrouillard pas péché. Mais il débarquait, ce chroniqueur. Oui. C'est-à-dire, les contes antillais doivent être plus largement connus. Merci de le faire. Et puis, déjà, il faut qu'ils soient connus des Antillais eux-mêmes. Hein, parce qu'il y a beaucoup d'Antillais. C'est vrai. Tu sais que récemment, j'étais dans une réunion pour l'école, à la maternelle, et il paraît qu'aujourd'hui, les enfants ne maîtrisent pas la narration. Donc, ils ont demandé de faire entrer des contes. Mais quand ils ont parlé de Peau d'âne, Boucle d'or et Petit chaperon rouge, je me suis dit, attends, c'est pas possible, ils connaissent pas Olivier Larizza. C'est bien de connaître les classiques. Simplement, il ne faut pas se cantonner. Surtout à la maternelle. Aux classiques. Bon, la maternelle, c'est un public jeune. On peut aussi comprendre que... voilà, et puis donc, si on a encore quelques minutes... On a encore quelques minutes. Pour parler d'Oscar le renard et l'Impala de la savane, qui est de tous mes livres. Oui. J'en ai publié quand même 12 ou 13. Et je le lis vraiment avec toute sincérité. Et c'est pas parce qu'il vient de sortir et que c'est le dernier. C'est celui qui me tient le plus à cœur. Moi, j'ai adoré. Pourquoi? J'ai adoré parce que à travers les animaux, puisque c'est un renard et une gazelle, l'Impala, c'est une gazelle, j'avais l'impression de retrouver des hommes, un homme, une femme qui se rencontrent, un artiste maudit et qui se cherche et qui trouve sa muse à travers cet Impala. Et moi, je n'ai pas aimé quand tu l'as fait mourir. Mais meurt-elle vraiment? Meurt-elle vraiment? Voilà, c'est la question qu'on peut poser. C'est ce qu'on peut se dire. Meurt-elle vraiment? Puisqu'après, on peut... Et puis, ce qui était bien, c'est que même si elle meurt, on se remet de ses blessures. C'était ça aussi le message. Oui, j'ai voulu en fait... bon, c'est le genre de texte, on a du mal à en parler quand ça nous arrive. Parce que et on n'est pas forcément conscient au moment où il arrive que ça vient comme quelque chose qui tombe du ciel. C'est comme une grâce en fait. Je me souviens parfaitement du moment où je l'ai écrit, c'était en Martinique. Et je me souviens parfaitement de l'état d'esprit dans lequel j'étais. C'est un texte effectivement sur l'amour, sur ce que c'est qu'être artiste, et puis sur la manière dont les artistes changent notre vie finalement, nous changent notre manière de voir le monde, et comment finalement on arrive à être heureux jusque dans la difficulté. Ce petit renard est un artiste peintre qui a beaucoup de talent mais qui est ignoré. Et puis il fait la rencontre effectivement de cette gazelle qui va l'éveiller à lui-même et ils vont vivre une aventure exceptionnelle. Alors effectivement, si c'est publié dans une collection jeunesse, je crois vraiment que c'est aussi une fable qui s'adresse aux adultes. Complètement, complètement, parce que tous ceux qui ont du vague à l'âme, qui sont tristes, qui n'y arrivent pas aussi. Parce que c'est ça que ça dit qu'on peut y arriver, qu'on peut croire en soi, que c'est vrai. On peut. C'est une vraie révélation. Alors qu'est-ce que tu nous lis? Le colibri des cœurs, non. J'aime bien quand il dit, quand il lui demande de faire son portrait, et puis il dit non, mais je vais pas y arriver. Tu es trop belle, c'est pas possible. Ouais, je vais trouver ce passage. Et puis par contre, un petit regret, c'est que ce ne soit pas en couleur, c'est beaucoup en noir et blanc. Oui, les illustrations sont en noir et blanc, les illustrations de Gwen Keraval qui a du talent. Et c'est vrai, j'aurais aussi préféré, mais la couleur est dans le texte. Oui, totalement. La couleur est dans le texte. Et donc effectivement, c'est le moment où on est déjà au chapitre 11, il y en a 18, donc c'est pas le début. Mais Elvira, donc l'Impala, cette gazelle de la savane, lui demande de peindre son portrait. Et Oscar... au départ, ne peut pas le faire, parce qu'il se dit, mais comment peut-on... Elle est tellement sublime, comment peut-on rivaliser avec Dieu? Et alors il se remémore une nuit qu'ils ont passée ensemble à la Belle Étoile, et il se remémore que l'Impala avait ronflé. Comme un goret. Toute sublime qu'elle était, la gazelle ronflait la nuit. Et lui l'avait aimée encore plus. Alors Oscar comprit pourquoi Elvira recherchait sa compagnie. Il comprit en effet que, si l'on apprécie autrui pour ses qualités, on l'aime pour ses faiblesses. Dès lors qu'il sut cela, Oscar se libéra totalement. Il décida de peindre Elvira tout en lui avouant qu'il n'y arriverait peut-être pas du premier coup. L'Impala s'avéra compréhensive. Ce n'est pas grave, tu sais. L'important, c'est d'essayer, c'est de le faire avec amour. C'était la première fois qu'elle prononçait ce mot, et le cœur d'Oscar chavira. Bien sûr, c'est l'amour qui compte, entre les personnes comme dans le travail.
Un tableau ne peut pas être réussi si l'amour ne préside pas à sa création. Oscar ne peignait d'ailleurs jamais sous la contrainte. Tu as raison, Elvira. C'est l'amour de mon art qui guidera mes doigts. Ils étaient à égalité. Ils avaient chacun prononcé le mot crucial, etc. Amour. Merci, merci. Mais tu vois, tu lis très bien. Tu hésitais. Heureusement que j'ai insisté. Oui, d'accord. Heureusement que tu as insisté. Ouais. Tu lis très Mais bien. personne ne te résiste. Mais toi non plus, personne ne va te résister ni résister à ces livres. Surtout que c'est la période de Noël. Alors, est-ce que ces livres sont disponibles dans toutes les librairies aux Antilles? Oui, alors j'ai appris d'ailleurs récemment que la librairie antillaise était en train de reconstituer son stock. Voilà. Donc ils sont disponibles, oui. D'accord. Alors, on arrive à la fin, Olivier. Merci pour nous avoir amené ces contes. Merci pour ces beaux livres. Et vous pourrez, téléspectateurs, les trouver dans toutes les bonnes librairies. C'est carrément un médicament pour le cœur, pour l'âme. Et la lecture, on n'y pense pas assez. Ça fait beaucoup de bien. Ça peut faire beaucoup de bien, Ça oui. peut faire beaucoup de Ouais. bien. Olivier, est-ce que j'ai oublié de te poser une question ou de dire quelque chose que tu voulais dire à cette caméra avant de nous quitter? Non, je crois qu'il faut laisser le dernier mot à la reine, la reine du midi, qui doit avoir très faim, n'est-ce pas? Oui, très bien. Olivier, je te remercie. Merci à toi, Guylaine. Merci J'espère que beaucoup. tu reviendras avec d'autres livres ou d'autres invités, si tu veux. Et puis, téléspectateurs, merci. N'oubliez pas les livres La source miraculeuse et autres contes des Caraïbes, Oscar le renard et l'Impala de la savane, c'est mon préféré. Et puis celui que je vais découvrir, 24 contes des Antilles. Merci beaucoup, Olivier. Guylaine. À bientôt. Merci, à bientôt. Merci téléspectateurs.